Bonjour à tous et merci d'être présents. Nous avons le plaisir de lancer un nouveau cycle de webinaire Blockchain Innov sous l'impulsion de Pierre-Yves Dittlow, vice-président crypto de Blockchain Innov, fondateur et président de Legity, la première plateforme crypto patrimoniale régulée par l'AMF. Pierre-Yves animera les webinaires les mercredis de la crypto et dans la continuité de notre newsletter mensuel Crypto Débrief se tiendront tous les premiers mercredis de chaque mois. Le prochain mercredi de la crypto aura donc lieu le 2 avril. D'autres cycles de webinaires seront également lancés en avril. Les webinaires blockchain et IA au cœur du réseau, qui exploreront les enjeux, innovations et applications qui façonnent notre monde. Ils se tiendront tous les premiers mardis de chaque mois, à compter du 1er avril. Les webinaires Refine, la blockchain pour régénérer notre monde, qui aborderont le rôle de la blockchain dans l'économie régénérative et ses impacts positifs. Ils se tiendront tous les seconds mercredis de chaque mois, avec une première session prévue le 9 avril. D'autres webinaires vont être annoncés dans les prochains jours, donc restez connectés. Nous attendons nombreux à ces webinaires qui s'annoncent passionnants. Maintenant, je laisse la parole à Pierre-Yves. Merci Julien, écoute, merci pour cette intro. Bonjour à tous, ravi d'être là. Donc comme disait Julien, voilà ce webinaire un petit peu débrief crypto et le but de faire le lien avec la newsletter mensuelle autour de l'actualité des cryptos. Donc l'objectif, c'est de se faire un rendez-vous voilà, pour échanger sur les dernières actualités crypto, de répondre aux questions aussi que vous pouvez avoir, pour rendre finalement ce côté un peu plus humain que juste une newsletter. Donc ravi en tout cas d'initier ça et ravi aussi que d'autres personnes puissent contribuer, participer, créer de nouveaux webinaires. Voilà, ça donnera d'autant plus de dynamisme à Blockchain Innov. Donc ça, c'est top. Donc aujourd'hui, donc on est tous les deux avec Julien sur le webinaire, mais dans les prochains webinaires, potentiellement, on essaiera d'inviter aussi des acteurs du monde crypto pour parler d'un sujet ou d'un autre. Voilà, pour rendre vraiment ça interactif. Donc, bon, aujourd'hui, le sommaire, c'est vraiment, on va faire un point sur les marchés. Je pense qu'on a tous plein de questions. Il y a plein de bonnes news autour des cryptos, mais qui ne se reflètent pas forcément dans les prix. Donc voilà, on va un peu réfléchir pourquoi et essayer de prendre un peu de hauteur là-dessus. Et de se poser la question aussi, finalement, est-ce que le cycle de marché dans lequel on est aujourd'hui, donc un cycle quand même haussier, hein, puisque voilà, on est dans une tendance haussière depuis 2023, mais est-ce que du coup, il n'est pas différent des différents cycles haussiers qu'on a eus? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup dans la crypto, on a tendance à, mmh, à faire le parallèle entre les différents cycles haussiers ou baissiers qu'on a pu avoir dans les années précédentes. Et donc ça, c'est vraiment rythmé, timé, notamment tous les 4 ans par le halving, hein, du bitcoin derrière, donc on y reviendra. Mais voilà, c'est un petit peu aussi d'apprendre de la hauteur et de se dire: «Voilà, mais attention, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le marché? Pourquoi finalement les comportements qu'on a pu observer en 2017-2018, en 2020-2021 dans les précédents cycles de hausse de marché, pourquoi, aujourd'hui on ne retrouve pas forcément les mêmes comportements, sur le marché actuel?» Donc voilà, après, et puis dans ce cadre-là, quelle finalement approche on peut avoir si on veut commencer à investir sur les cryptos? Moi, je le ferai aussi un petit retour au terrain parce on travaille beaucoup avec Legity, donc avec des conseillers en gestion de patrimoine, donc ils utilisent Legity pour accompagner leurs clients sur les cryptos et donc c'est des sujets qui reviennent beaucoup. Quelle stratégie d'investissement je peux conseiller à mes clients? Parce que ça reste un actif volatile, donc il peut y avoir du stress, si vous investissez, la somme que vous voulez investir d'un coup et que, le marché perd 5-10 ou 20 en très peu de temps, ça va vous créer du stress. Donc voilà, donc on va voir un petit peu, les petites, des petites clés en fait d'investissement qui permettent, de pouvoir, s'adapter à ce cycle-là, qui, je pense en tout cas est différent des cycles précédents, mais sans pour autant remettre en cause le les sous-jacents et le potentiel, on va dire des cryptos, alors notamment Bitcoin, Ethereum, sur le moyen long terme. Donc voilà Bon, un petit déjà, peu et déjà n'hésitez Pierre-Yves, pas, ouais, déjà une vas-y. première question, mais ça, je pense qu'on devrait y répondre dans le cadre lors de ce webinaire. Donc, première question d'Olivier, Mmh. c'est est-ce qu'on peut se tromper une fois sur 1000 crypto ou 1000 fois sur le TH? Donc, bonne question, qu'on répondra Très dans la bonne suite. question. Mais On répondra par la suite, mais c'est une très bonne ça permet de question. dire, n'hésitez pas à poser des questions, hein, ce webinaire se veut totalement interactif. Et Exactement.
on répondra à toutes. Et plus il y a de questions, mieux c'est. On va commencer déjà tranquillement par le point. Donc où on en est aujourd'hui sur le marché. Donc aujourd'hui, bon, les marchés montent un peu, mais le point c'était hier soir. Donc on voit quand même que depuis le début de l'année, les cryptos ont quand même un peu de mal. Si on voit notamment sur les 30 derniers jours, bon, les performances sont pas très glorieuses, au contraire et avec des pertes quand même, voilà, significatives sur des périodes assez courtes, hein, de 30 jours, et qui nous amènent à des pertes plus ou moins significatives aussi depuis le début de l'année. Notamment Ethereum qui est à plus ou moins 40 depuis le début de l'année. Donc on voit finalement que l'Ethereum est quand même la deuxième crypto, mais aujourd'hui qui a le plus de mal aussi aujourd'hui en termes de performance puisque, quand le bitcoin est resté quand même sur des niveaux assez élevés, autour des 80 000 l'Ethereum a fait que baisser, depuis 6 mois, heu, parce qu'on était sur des niveaux bien plus élevés l'année dernière. On était plutôt autour de 4 000 hein, donc on voit qu'on avait divisé par 2, avec une accélération depuis le début de l'année. Et donc on va un petit peu voir, ou essayer en tout cas de comprendre, parce que je ne suis pas en train de dire que j'ai la vérité, hein, j'ai surtout, mais en tout cas essayer d'avoir des signes, des indications, des informations qui pourraient expliquer en tout cas ces phénomènes de marché. Parce qu'aujourd'hui Ethereum, en termes de comparatif, hein, par rapport à Bitcoin, on est à des niveaux, très, très bas. Je crois qu'on n'a pas vu depuis 2022 ou 2021 donc voilà, donc est-ce que demain, ça constitue, entre guillemets, «des points d'entrée», sur Ethereum ou est-ce que au contraire, il y a un vrai souci derrière Ethereum? C'est ce qu'on va essayer d'identifier. Voilà. Après, il y a eu d'autres cryptos, voilà, qui sont aussi pénalisés. Mais grosso modo, c'est vrai que sur les dernières 4, 5 semaines, on a eu de forts replis entre 30 et 50 hein, on va dire, sur toutes les grosses cryptos. Sur d'autres cryptos, encore plus, mais c'est dans ces ordres-là. Heu Aujourd'hui, Bitcoin est revenu à une dominance au-dessus de 60 qui est importante. Ethereum a perdu beaucoup, hein, parce qu'on était en début d'année autour de 11, je crois. Donc, voilà, 10-11, donc là, on est quand même pas mal baissé. Hem, donc voilà, donc c'est que voilà, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conséquence? Bah, voilà, où est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Bah, aujourd'hui, pas on va pas vraiment s'en inquiéter, puisqu'on voit quand même qu'on reste dans une tendance quand même très positive. Il faut un peu dézoomer la situation. Bitcoin, voilà, reste, super juste en arrière, ouais. Les 2 les 2 ouais, graphiques, voilà. Bitcoin reste quand même, très, très positive, notamment avec, bah, un peu drivé par l'élection de Donald Trump aux États-Unis, hein, donc ça qui date depuis, on va dire, septembre de l'année dernière. C'est là vraiment où on a vu cette impulsion haussière sur Bitcoin, avec une accélération de l'adoption institutionnelle qui avait déjà débuté en début d'année 2024, hein, donc c'était pas quelque chose de nouveau, mais on a eu cette impulsion supplémentaire et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a commencé à plafonner à 100 000 mais on a eu, quand même un chemin sur une période court terme, on va dire 6, 7 mois, 8 mois, qui était quand même assez très significative. En revanche, on voit qu'Ethereum, par contre, lui, voilà, est beaucoup plus, à la peine, et est revenu sur des niveaux, de l'été 2024, heu, voire plus bas que l'été 2024. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est sur une zone un peu, voilà, il y avait une zone à surveiller qui était les 2000, on a été voir un peu en dessous. Là, aujourd'hui, ça remonte bien, donc difficile de savoir pourquoi il y a ces mouvements-là. Mais par contre, on peut en début d'année, en tout cas, sur le mois de février-mars, peut-être qu'on a un début d'explication ou en tout cas une pression vendeuse heu, qui peut s'expliquer et on va voir ça après. Maintenant, dans les éléments d'information, en fait, qui pourraient expliquer ces mouvements de marché, la slide d'après, on a quand même des points très positifs. On se rappelle que, en fait, ce marché haussier a été initié en 2023 avec notamment les les rumeurs ou les anticipations de lancement d'ETF sur Bitcoin, qui se sont matérialisées du coup en janvier 2024 et qui ont attiré quand même des flux extrêmement significatifs, finalement ça a marqué un petit peu, bah, un point d'inflexion où on avait vraiment, une financiarisation, j'ai envie de dire, du bitcoin, ou une adoption vraiment massive des institutionnels. Quand on parle des institutionnels, c'est les plus gros gestionnaires d'actifs au monde, hein. On a BlackRock en premier, il y avait Fidelity, Invesco, enfin il y en a plein. Les plus gros, ce sont tous,
engouffré sur le lancement d'ETF. Et ce lancement d'ETF Bitcoin a été le meilleur lancement d'ETF depuis que les ETF existent. Donc on voit vraiment qu'il y a eu un appétit pour cet actif. Donc ça, c'est une bonne chose. Et donc, depuis finalement 2023, avec au début les rumeurs, puis la matérialisation du lancement des ETF, les flux massifs qui sont arrivés sur Bitcoin, en même temps, grosso modo, aussi que le halving, donc il y a un phénomène de rareté aussi un petit peu qui s'est matérialisé. Tout ça a eu un impact très positif sur le prix. Donc Bitcoin a fortement progressé. Les cryptos aussi avaient progressé depuis 2023-2024, donc après le marché baissier qu'on a vu en 2022, suite aux différents scandales, hein, les faillites qu'on a pu voir de FTX, de Celsius, enfin toutes des grosses plateformes qui ont fait faillite à cause de fraude, donc à cause principalement de vol de l'argent des clients par les fondateurs de ces plateformes-là. On a ce mouvement aussi qui continue. Et puis on va dire des informations, des news qui restent quand même très porteuses pour l'industrie crypto. Donc avec l'élection de Donald Trump, donc c'était un petit peu aussi lors de sa campagne, hein, où il était très en faveur des crypto-actifs. Il veut faire des États-Unis le centre, on va dire, le pays leader sur les crypto-actifs et sur la technologie sous-jacente, la blockchain. On voit que finalement, lors de sa campagne, il a exécuté, on va dire, ce qu'il disait lors de sa campagne. C'est pas un sujet qui était juste là pour attirer les électeurs, mais on voit que petit à petit, il met en place les choses qu'il avait dit. Alors parfois, le marché peut être déçu, c'est ce qu'on verra, mais c'est ce qui s'est un peu passé par rapport à la réserve Bitcoin. Je pense que le marché attendait non plus trop de choses, mais je pense qu'on ne se rend pas compte quand même du chemin parcouru et de l'impact que ça a. Que les États-Unis annoncent finalement que déjà les bitcoins qu'ils détiennent suite à des perquisitions, euh, à des investigations qu'ils ont faites. Voilà, c'est des perquisitions, principalement les bitcoins que les États-Unis ont aujourd'hui. Mais déjà, rien de dire, on les conserve, c'est notre premier socle de réserve bitcoin. Euh, et c'est les États-Unis qui le disent, donc c'est quand même incroyable. En France, j'aurais bien aimé entendre dire que le gouvernement et EDF commencent à constituer une réserve Bitcoin avec le surplus d'énergie lié avec notre réseau de centrales nucléaires qui est aujourd'hui jeté, en fait. Parce que l'énergie, on ne peut pas la conserver, elle est jetée dans le réseau. Et elle est ni vendue, ni consommée, donc jetée. Donc, c'est un peu. Voilà. Mais bon, ça, on pourra évoquer le sujet. Et d'ailleurs, il y a quelques politiques en France qui essayent de reprendre ce sujet pour, je pense, au début, pour se mettre en avant. Faut pas se leurrer, hein, les politiques. Quand ils ont envie de se mettre sur devant de la scène, ils trouvent un sujet qui leur permet de faire ça. Les cryptos, je pense aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, ça leur permet de se mettre un peu en finalement en première scène sur les médias et tout ça. Donc, je pense que voilà, c'est un peu repris par les politiciens pour ça, principalement, sans réelle conviction en France. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Mais voilà. Donc, les points positifs concrètement, récemment, hein, très récemment, qu'on ait eu, c'est-à-dire après l'investiture de Donald Trump, donc depuis fin janvier. Premièrement, on se souvient que la SEC en 2022-2023, enfin, euh, avait initié énormément d'enquêtes, avait ouvert énormément d'enquêtes sur des acteurs crypto, sur les plus gros acteurs crypto, hein. Il y avait Coinbase, Gemini, Consensus, tous les gros acteurs, en fait, grosso modo. Donc, l'industrie avait un petit peu cette épée de Damoclès sur la tête en disant, oh là là, si le régulateur américain demain applique des sanctions fortes sur les leaders crypto, qu'est-ce qui va se passer? Bon, en tout cas, on voit qu'avec l'élection et la prise de fonction de Donald Trump, toutes les charges, toutes les enquêtes ont toutes été euh, annulées, fermées, on va dire, de tous les acteurs crypto. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, il y a plus cette épée de Damoclès. C'est quand même un revirement quand même à 180 degrés. Ça, c'est plutôt très positif et ça continuera de l'être dans le futur. Et ça va finalement avec le discours de Trump au départ de dire, nous, on veut faire des États-Unis l'acteur leader sur les cryptoactifs et sur la technologie blockchain. On voit que, bien sûr, il y a un soutien politique, hein. Enfin, Trump ne s'en cache pas, même si parfois c'est très brouillon
Euh, il s'en cache pas du tout, voilà, qui soutient le marché crypto. Et d'ailleurs, je pense il en bénéficie, hein, parce que bon, si on parle de conflit d'intérêts et de manipulation de marché, je pense que Trump est le champion aujourd'hui sur le marché des cryptos pour les manipulations de marché. Et il a fait beaucoup, beaucoup d'argent en très, très peu de temps. Enfin, lui et son clan, sa famille, j'ai envie de dire. Voilà. Euh, le projet de réserve stratégique nationale aux États-Unis de crypto, c'est quelque chose aujourd'hui d'actualité, hein, ça n'est plus une promesse, tout ça, c'est quelque chose d'acté. Donc ça, c'est extrêmement positif parce qu'aujourd'hui, on parle de conserver le stock de Bitcoin que les États-Unis ont déjà suite au CEDI, comme je l'ai dit, mais il y a déjà des discours, des réflexions sur dire comment on pourrait continuer finalement à faire grossir cette réserve Bitcoin, à acquérir de plus en plus de Bitcoin. Donc voilà, c'est extrêmement important. Jusqu'à présent, des pays ont également adopté Bitcoin en termes de réserve valeur ou de monnaie, mais c'était des pays uniquement, de petits pays et des pays qui étaient extrêmement instables en termes économiques et politiques. On avait le Salvador, on avait plusieurs pays, petits pays comme ça. Donc on voit clairement un intérêt pour ces pays-là, un petit peu comme l'or a joué, comme le rôle de l'or dans, on va dire, dans les années avant les accords de Bretton Woods, hein, entre guillemets, avant que quand le dollar était lié à l'or. C'est un actif aujourd'hui qui, euh, qui a les mêmes caractéristiques finalement que l'or et qui potentiellement peut être une réserve de valeur au niveau international. Ça, c'est un soutien très fort. Et puis à côté de ça, bien évidemment, beaucoup de figures très influentes, en passant d'Elon Musk, Peter Thiel, et bien sûr tout le clan Trump, qui continue finalement à promouvoir d'un côté cette classe d'actifs. Et au final, ça en fait la classe d'actifs d'investissement, je pense, la plus populaire aujourd'hui sur la planète. Il y a, dans n'importe quel pays du monde, tout le monde a entendu parler de Bitcoin, euh, même dans le plus petit pays au monde. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, la popularité finalement de cette classe d'actifs. Parce que quand on parle du S&P 500, du Nasdaq, des actions américaines du CAC 40, bon, avec notre spectre, nous, on le connaît plus ou moins, mais bon, si vous allez en Asie, tout le monde s'en fout, hein. Pas sûr que voilà, tout le monde le connaisse. Alors que la crypto, et Bitcoin, notamment Ethereum, tout le monde le connaît et c'est accessible par tout le monde. C'est ça qui est vraiment quelque chose d'important. Juste une question, est-ce que la quantité disponible d'ETF est-elle liée pour l'existence des vrais Bitcoins? Euh, j'ai pas très bien compris. Peut-être Julien. Oui, est-ce que les ETF qui aujourd'hui, enfin les nombreux ETF qui ont été lancés sur le Hmm. Bitcoin ont des limitations, enfin, quels usages ils font par rapport au réel Bitcoin et à Alors, et à leurs limitations? alors, en fait, aujourd'hui, les ETF Bitcoin, c'est un produit d'investissement. En fait, c'est comme si on avait encapsulé l'investissement en Bitcoin dans un produit financier. Donc, pour le rendre beaucoup plus accessible, notamment via le secteur bancaire. Parce qu'aujourd'hui, pour accéder à Bitcoin, il faut soit être sur une plateforme crypto, soit avoir son propre wallet. Voilà. Donc, si un investisseur veut le faire, mais le détenir sur son compte titre, dans sa banque, il pouvait pas le faire. Jusqu'à voilà, les ETF. Alors, il y avait quelques autres produits, mais qui étaient marginaux, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, l'ETF, c'est simple, quand un utilisateur achète une part d'ETF, et ben, il va acheter l'équivalent en dollars, hein, je ne sais pas si la part elle est à 1000 dollars, et ben, il va acheter l'équivalent de 1000 dollars de Bitcoin. Donc en fait, il a une vraie réserve. En fait, euh, ce qui a vraiment aussi impacté, c'est que c'est ce qu'on appelle des ETF spot qui ont été achetés. C'est-à-dire que c'est des ETF qui détiennent réellement du Bitcoin. Ça n'est pas des ETF qui achètent par exemple des produits dérivés, des futurs sur Bitcoin. Le futur, en fait, quand on prend un produit dérivé, on n'achète pas de Bitcoin. Donc on n'a pas d'impact réellement sur la quantité de Bitcoin en circulation. On a un impact sur le prix, évidemment, mais pas sur la quantité. Donc ça a été un impact très fort de faire des ETF spot. Voilà. Et Euh, puis l'important de préciser aussi que le Bitcoin, même s'il est limité, il reste divisible. Donc plus il prend de la valeur, plus il est divisible globalement. Euh, et, et voilà, on n'est pas, on peut le diviser à volonté. Plus il prend de la valeur, plus on pourra le diviser à volonté. Exactement, ouais. En Après, Satoshi. ouais, voilà, on va parler de Satoshi après et plus de Bitcoin finalement, qui sont un Satoshi, je sais plus, je sais plus combien de zéros après Bitcoin, mais bref. Donc voilà, donc ça c'est un point important et l'autre aussi aspect, c'est que aujourd'hui,
et c'est ce qui a permis aussi au Bitcoin d'augmenter, hein, c'est que la demande de Bitcoin est beaucoup plus importante que on va dire la création monétaire Bitcoin. C'est-à-dire avec le mining de Bitcoin, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de nouveaux Bitcoins émis avec le système de consensus de proof of work qu'on connaît, hein, de Bitcoin, où les mineurs sont récompensés en Bitcoin. Donc, il y a beaucoup moins de nouveaux Bitcoins émis que de demandes d'achat de Bitcoin. Donc, forcément, ça a un impact positif sur le prix. Pour les pays, peut-elle influencer Ah oui, bah oui, l'adoption de Bitcoin au niveau étatique ou au niveau de. Après, on le voit aussi de grandes entreprises cotées. C'est des acteurs qui investissent massivement, des centaines de millions, voire des milliards sur le Bitcoin. Et donc, c'est autant de Bitcoin en moins disponible sur le marché, au final, parce que la quantité étant finie, moins il y a de Bitcoin sur le marché, plus le prix va monter si la demande augmente. C'est juste une question d'offre et de demande. Après, non, juste, ouais, laisse sur le seul d'avant. Les points négatifs qu'il peut y avoir, parce qu'il y en a également, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même s'il y a beaucoup de points positifs, Trump apporte quand même un petit peu de, comment dire? C'est un petit peu brouillon tout ce qu'il fait. Il va tweeter, une annonce quelque part, il va revenir un peu dessus après, il fait beaucoup de teasing, on va dire, de choses comme ça, et donc ça peut entraîner finalement de la déception quand, ça se réalise et donc de la volatilité. C'est exactement ce qu'on observe. Il y a quand même beaucoup de volatilité. Hem, voilà, les points négatifs, c'est les conflits d'intérêts également parce que, on l'avantage d'être sur la blockchain, ce qu'on voit, c'est qu'on peut voir les comportements, surtout des acteurs qui achètent on-chain, qui passent pas par des plateformes centralisées, mais qui achètent on-chain. Et on l'a très bien vu, il y a des acteurs qui devaient être sûrement proches de Trump, mais quand il a fait certaines annonces, bizarrement, il y a des personnes qui prenaient des positions à effet de levier sur des dizaines de millions de dollars, 2-3 heures avant les annonces. Donc il y a forcément, de l'information qui fuite, ça c'est certain. Hem Et puis, voilà, il y a toujours un point négatif quand, il y a beaucoup d'attentes par le marché, si ces attentes, si le marché est déçu par après la réalisation ou pas, voilà, on a cette incertitude politique, heu, qui peut provoquer encore cette volatilité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui la réserve, de crypto et de bitcoin notamment, américaine annoncée par le clan Trump, ça renforce énormément l'industrie, ça renforce la proposition de valeur de Bitcoin en termes d'investissement, en termes de classe d'actifs, et donc c'est quelque chose de vraiment, nouveau et qui est sans précédent par rapport à ce qu'on a pu voir par le passé. Donc ça, c'est pour ça que nous, on reste quand même extrêmement positif, même si la classe d'actifs, bien sûr, reste volatile, on va avoir des hauts et des bas. Et donc sur la slide d'après, les éléments qui ont impacté à court terme, donc on a vu que depuis quand même, les 30, on va dire 4, 5, 6 semaines précédentes, on a eu quand même un impact significatif sur le marché de pression vendeuse et notamment sur Ethereum. Et donc une des analyses qu'on peut faire, c'est qu'au même moment, je n'ai plus la date exacte, mais gros le mois dernier, on a eu le plus gros hack, de l'industrie crypto, qui a touché la plateforme Bybit, qui était un des plus gros exchanges au monde. Donc on sait derrière que c'est, le groupe Lazarus, qui est derrière ce hack, donc c'est-à-dire le groupe de hackers, liés à la Corée du Nord et ils ont subtilisé, ils ont volé pour 1,4 milliard d'Ethereum sur, les fonds en fait, détenus, par Bybit pour ses clients. Donc ça a été quand même un coup très dur pour l'industrie parce que c'est encore, voilà, un hack très significatif et ce qui s'est passé, c'est que le hacker, bien évidemment, comme tout bon hacker, s'est empressé d'essayer de blanchir l'argent, hein, donc c'est-à-dire il a empilé des opérations, il est passé par certains acteurs crypto, qui sont peu regardants, certaines, infrastructures crypto peu regardantes et ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace de 10 jours, je crois, ou 12 jours, ils ont converti 100 donc de ces 1,4 milliard d'Ethereum en bitcoin. Donc forcément, quand on dit conversion, on dit vente Ethereum, achat de Bitcoin. Donc voilà, pour 1,4 milliard, c'est quand même significatif. Et donc ça, d'une part, ça a pu impacter le marché, mais d'autre part, comme tout le monde le savait, tout le monde est au courant, les autres acteurs ont dit, bon, moi, je vais me couvrir pendant cette période-là, donc je vais vendre aussi. Donc en fait, il y a un effet d'entraînement, et donc ça peut être une explication de cette sous-performance d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Voilà, donc ça c'est un point d'explication. Je ne dis pas que c'est la seule explication parce que,
Il peut y avoir aussi, aujourd'hui, il y a eu un peu de quiproquo au niveau de la fondation Ethereum, sur la vision, sur tout ça. Il y a d'autres aspects aussi, avec les dernières mises à jour d'Ethereum, donc du réseau Ethereum, hein, je parle du réseau. euh, les frais finalement collectés par l'infrastructure Ethereum ont drastiquement diminué. Déjà, vous voyez, si vous utilisez le réseau Ethereum, les gaz fees que vous payez, euh, aujourd'hui, sont minimes, en fait, alors qu'avant, vous pouviez payer des dizaines, voire des centaines de dollars en Ether pour faire une transaction. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et en plus de ça, dans l'industrie crypto, donc il y a, on va dire, Ethereum qui est vraiment le socle d'infrastructure de base, et il y a des layer 2 qui se sont créés, comme Arbitrum, comme Base, comme tout ça, et donc qui, eux, vont euh, processer des transactions et après vont faire en fait on va dire un eurodatage pour simplifier sur Ethereum pour valider. Et donc c'est vrai qu'il y a moins de transactions. Mais avant, ces layer 2 payaient quand même des frais pour redater. Donc plus les layer 2 avaient d'activité, plus ils devaient eurodater, plus ça générait aussi des transactions pour Ethereum, donc c'était bien. Ils ont, dans la dernière mise à jour d'Ethereum, de la blockchain Ethereum, ils ont mis en place ce qu'ils appellent les blobs, bon, grosso modo. C'est un procédé et qui permet finalement, qui a réduit quasiment à zéro les frais que payaient ces layer 2 à Ethereum pour redater. Ils redatent toujours, mais ils payent quasiment plus rien. Et c'est significatif, hein, parce que je pense que sur des périodes de quelques jours, les layer 2 pouvaient payer des millions d'euros, de dollars de gaz en fait d'Ethereum pour processer pour redater toutes les transactions qu'ils ont processées. Et aujourd'hui, au lieu de payer des millions, ils payent quelques milliers d'euros. Donc c'est extrêmement significatif. Donc ça aussi, c'est peut-être une explication. C'est-à-dire que le marché se dit, attends, oula, avant Ethereum générait énormément de fees, donc au final, on pouvait le comparer un peu à une entreprise qui génère des frais, hein. En fait, Ethereum, il faut voir ça un petit peu comme une autoroute où, quand vous voulez utiliser le réseau, vous allez passer au péage quoi, en payant du gaz fees. Euh, Si cette autoroute, avant, quand vous payez 10, 20, 100 euros pour utiliser, maintenant vous payez 10 centimes, bon, le réseau d'autoroute fait moins de profit. Voilà, c'est un peu pareil. Donc ça peut être aussi une explication. Euh, En revanche, ils ont une vision beaucoup plus long terme et ils pensent que Ethereum, ils ont fait ça pour qu'il soit utilisé, j'ai envie de dire qu'il y a un peu un monopole et de façon extrêmement large, même avec le secteur bancaire. Ce qui... Et donc, les gaz fees élevés étaient un petit peu un frein. Ouais. Donc, on Et verra après. aussi qui arrive sous la pression Oui, d'autres blockchains comme Solana, mm, qui avaient réduit les frais et qui ont pu aussi exactement. bénéficier d'un soutien de Trump, enfin de la tribu Trump, justement. Ex- Exactement, ouais, tout à fait. Et Solana, qui est donc pas un layer 2, mais qui était sa propre blockchain, en fait, de layer 1, et ouais, qui faisait concurrence à Ethereum. Et il y en a de plus en plus. Voilà. Maintenant, même si Ethereum garde le monopole, on va dire, sur l'industrie. Et puis, bon, voilà, à court terme, comme je l'ai dit, les manipulations de marché, les discours qui étaient plus ou moins, on va dire, brouillons de Trump, beaucoup de promesses. Donc, il a beaucoup annoncé, bah oui, on va mettre en place la réserve de dollar Bitcoin pour l'État américain, tout ça. Donc, beaucoup de gens, je pense, s'attendaient aussi à ce que Trump annonce, bah voilà, on va mettre X milliards, on va acheter pour X milliards de Bitcoin par an pour faire cette réserve, alors que au final, quand il a annoncé, il a dit, bah, on va constituer la réserve avec les bitcoins qu'on a déjà saisis, grosso modo. Donc, ils ont à peu près 2000 bitcoins, si je ne me trompe pas, bref, je crois de mémoire. Mais il n'a pas annoncé de plan d'achat. Donc ça a aussi peut-être été perçu, enfin voilà, ça a pu décevoir le marché ou les acteurs. Mais ce que moi je comprends tout de suite, enfin, on comprend et c'est pas très grave, mais c'est une première étape qui est déjà extrêmement significative d'annoncer une réserve Bitcoin. Euh, et puis après, aujourd'hui, on voit quand même, étant donné que Bitcoin est devenu un actif financier, on va dire, hein, maintenant en termes d'investissement, avec les lancements des ETF, avec tout ça, il est quand même de plus en plus corrélé aussi au marché financier lui-même, et donc potentiellement à la macroéconomie. Et aujourd'hui, ce que fait Trump, il met un peu des coups de pied dans la fourmilière, hein, parce qu'il essaie de bouger beaucoup de choses, avec les droits de douane, un coup il les met, le lendemain il dit, bon, on fait une pause, après le lendemain il les remet. Ça crée beaucoup d'incertitudes, et on a vu l'impact sur les marchés américains. Les marchés américains perdent 10-15% depuis que Trump est élu. Donc finalement, on a cette corrélation. Voilà, et les valeurs tech en particulier. Il y a des valeurs tech, on regarde Tesla, et Tesla a perdu quasiment 50% depuis le début de l'année. Donc encore beaucoup plus que Bitcoin, par exemple. Donc il y a des valeurs du Nasdaq qui sont beaucoup plus impactées.
Donc voilà, donc on reviendra, mais c'est pour ça que Bitcoin, on ne peut pas dire: «Oui, c'est risqué». Oui, c'est risqué, c'est un actif volatile, mais ça ne veut rien dire que c'est risqué. En fait, le risque, on va le maîtriser en fonction de la proportion qu'on va mettre de cet actif dans son allocation d'actifs dans son portefeuille. Si vous mettez 5 de bitcoin, je vous assure et je vous garantis que c'est 1000 fois moins risqué que d'avoir, 60-70 d'investissement sur du CAC 40 ou du S&P 500. Voilà, donc c'est voilà, c'est ça. Et à côté de ça, on continue à avoir des fondamentaux, très solides et des perspectives de long terme très fortes. Heu, Comme je disais, les ETF, on voit une tendance croissante sur les flux entrants. Donc voilà, ça c'est positif. On voit que cette adoption continue. Et puis autre chose, BlackRock, il a en fait, pour certains acteurs bancaires ou autres, il propose des univers d'investissement, des portefeuilles modèles, on va dire. Il dit: «Bah, voilà, moi, je vais mettre telle allocation d'actifs, tel actif», voilà, c'est portefeuille. Et il y a quelques semaines, je crois que c'est il y a 3 semaines ou 4 semaines, c'est la première fois où dans ces modèles d'allocation, il intègre le bitcoin. Alors bien évidemment, il l'intègre via son ETF, hein, parce que, bah, il fait la promotion de son propre produit financier bitcoin, mais c'est quand même voilà, de dire de 1 à 2 de bitcoin dans toutes les allocations modèles que BlackRock propose, c'est extrêmement significatif. Voilà, on parle de 150 milliards et il y a beaucoup de financiers à travers le monde qui regardent ça aussi, sans passer par les allocations, de BlackRock. Mais donc du coup, bah, ça renforce encore plus la crédibilité de bitcoin en termes d'actifs, de diversification, voilà, au sein d'un portefeuille. Donc ça, c'est des fondamentaux. Je crois qu'il y en a encore après, voilà. Un autre, autre chose qui est important, c'est, le nombre croissant d'entreprises cotées aux États-Unis qui détiennent du bitcoin dans leur trésorerie. Mmh, désolé, hein, je vois un peu. Dans la trésorerie, donc dans leur trésorerie de long terme, le nombre d'entreprises a été multiplié par 5 ou voire un peu plus en 5 ans. Donc on voit cette adoption. Alors bien évidemment, il y a des entreprises qu'on connaît tous. Il y a MicroStrategy. Il y a Tesla, il y a SpaceX, mais il y en a plein qu'on connaît pas, en fait, et bah, qui petit à petit, disent: «Bah, voilà, je mets un peu de bitcoin» et même nous, hein, en fait, aujourd'hui, on a chez Legity, on a des clients qui ont des sociétés, hein, peu importe laquelle, et qui ont de la trésorerie de très long terme, de long terme. Voilà, c'est pas de la trésorerie dont ils vont avoir besoin dans les 6 mois ou dans l'année qui vient. Et ben, ils investissent une partie en bitcoin. Parce qu'ils se disent: «Bah, aujourd'hui, pourquoi je ne mettrais pas un peu de bitcoin? La banque me vend des trucs qui souvent ont pas trop de sens, ou qui rapportent rien. Bon, bah, voilà, si je mets 3-4-5 dans le bitcoin, c'est pas ça qui va me faire faillite ou qui va me ruiner». Donc au contraire. Voilà et on verra après un petit peu, une strat, sur le long terme à quoi on peut s'attendre justement sur les performances bitcoin. Et donc du coup, bah, si on fait juste un petit, heu, si on prend un peu de recul et qu'on regarde l'année 2024, bah, bitcoin et Ethereum notamment, c'était, les 2 premiers actifs, en termes de performance sur l'année, tout actif confondu. 2023, bitcoin était aussi le meilleur actif. On verra cette année 2025, alors ça commence pas forcément très fort, mais, on voit que les marchés sont pas non plus en grande forme. Heu, alors les marchés européens, notamment le CAC 40 ont récupéré un peu de retard qu'ils avaient l'année dernière. Mais le S&P, voilà, ils sont pas du tout, ils sont à -10, -6, -7, -10 depuis le début de l'année. Donc on verra, mais voilà, en tout cas aujourd'hui, Bitcoin est clairement rentré dans l'industrie financière, dans les esprits des investisseurs, comme un actif de diversification. Et ça, c'est vraiment une étape, majeure, et c'était pas du tout le cas en 2021, 2022. Donc voilà, on voit ça comme ça. Maintenant, si on voit sur les années d'après, on est peut-être quand même dans un cycle qui est un peu différent. Je m'explique. Dans les cycles précédents, en fait, on avait un petit peu le même, comportement. C'est-à-dire que souvent dans le cycle, ben, on avait d'abord une hausse du bitcoin, et puis après, bah, cette hausse et les plus-values que faisaient les investisseurs sur bitcoin ruisselaient sur les autres cryptos, Ethereum et les autres altcoins. Et donc on avait, on va dire, ce qu'on appelait la alt season, c'est-à-dire que, ben, après, ces profits, on va dire, se répercutaient sur les plus petites, cryptos et les aient, progressé aussi fortement. Aujourd'hui, le cycle est complètement différent et pour de bonnes raisons. En 2010, alors je parle même pas en 2017-2018, hein, mais même en 2021, 22, le nombre de cryptos
sur les marchés était quand même limité. On avait quelques dizaines de milliers de cryptos. Donc, les flux entrant sur ce marché-là, les nouveaux investisseurs crypto avaient un impact significatif parce qu'il y avait peu, finalement, de possibilités d'investissement en termes de nombre. En 2017-2018, je crois qu'on parlait de 3000 ou 4000 cryptos, ce qui est rien. Aujourd'hui, notamment avec l'évolution de la technologie et des projets qui ont lancé, heu, en fait, qui permettent aux utilisateurs de lancer leur crypto, en 2 clics, hein, grosso modo, on a plus de 36 millions de cryptos, de tokens en circulation, par rapport à quelques dizaines de milliers. Donc on voit finalement que le capital, le nouveau capital qui entre sur ce marché-là peut être complètement dilué, notamment à cause des meme coins, hein, parce qu'en gros, il y a des milliers de meme coins qui se lancent tous les jours. Et donc ça dilue trop le capital et donc finalement, cette nouvelle monnaie, enfin ce nouveau, flux entrant, a beaucoup moins d'impact, heu, même sur les projets, qui ont de très bons fondamentaux, hein, aujourd'hui, c'est dilué par ces mêmes coins qui n'ont aucune valeur et qui sont souvent, avec des horizons d'investissement ultra courts. On parle de quelques heures ou quelques jours, quoi, voilà. Et à ce rythme, on serait autour de 100 millions de tokens à la fin de l'année. Donc on voit entre, quelques dizaines de milliers, donc forcément, la dynamique du marché, elle a été fragilisée et on voit beaucoup d'insider trading pour le coup. Et donc ça se reflète par exemple avec ce graphique. Alors c'est beaucoup sur la blockchain Solana. C'est pour ça aussi que Solana avait beaucoup progressé parce qu'il y avait énormément de trafic sur le réseau Solana, grâce à ces émissions de Memcoin, hein, parce qu'on avait un projet que c'est Pump.com qui est pumpfund.com qui permettait à n'importe qui de lancer son Memcoin, quoi, grosso modo en 2 clics. Et donc il y en avait des milliers par jour. Et donc pour faire ça, bah, il fallait des Solana pour payer le réseau, bah, et voilà. Donc ça a quand même entraîné pas mal et on voit cette progression de tokens surtout sur le réseau Solana. Mais malheureusement, c'est au détriment, je pense, de l'industrie puisque, bah, les gens qui font ça pour des profits très court terme. Donc en gros, ils lancent le token, ils essaient de faire la promotion pour que les gens investissent et puis après, ils revendent les tokens, qu'ils ont lancés eux-mêmes, qui ont en réserve pour récupérer l'argent. Donc il y a énormément, on va dire, de c'est pas des frau c'est un peu des fraudes, hein, voilà, de manipulation de marché, de fraude. Heu et donc ça, bah, forcément, ça impacte, le marché. On estime depuis le début de l'année, hein, donc depuis janvier, la perte liée à l'investissement dans les mêmes coins, donc de l'industrie en général, hein, et souvent de petits porteurs, enfin de nouveaux entrants, à 5 à 7 milliards de dollars. Donc au final, bah, quand on avait en 2021, 2022, 5-7 milliards qui allaient sur Ethereum, sur Solana, sur toutes les grosses cryptos, bah là, en fait, c'est 7 milliards qui se sont évaporés. Et souvent, c'est des investisseurs qui c'est souvent leur première porte d'entrée parce qu'ils sont, je ne sais pas, alpagués par, une pub sur Facebook ou peu importe et du coup, ils reviendront jamais en crypto. Le mec qui a perdu, quelques milliers d'euros, tout ça, bah, il reviendra jamais en crypto. Donc voilà, c'est pas super bien pour l'industrie et c'est pour ça que, je pense que, bah, ouais, on est dans un cycle un petit peu différent quand même, aujourd'hui dû à ça. Voilà. Après voilà, maintenant dans ce cadre-là, quelle approche on peut avoir en termes d'investissement? Donc on sait que les marchés est volatile. On sait quand même qu'il faut faire attention, il ne faut pas investir sur n'importe quoi, n'importe quelle promotion de crypto, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a 90 de chances pour que, bah, finalement, vous perdiez tout, hein, faut être clair. Heu, il y a des métriques qui sont très intéressantes. Le nombre d'utilisateurs donc cette plateforme qui émet des meme coins à la volée, j'ai envie de dire, où n'importe qui peut les mettre, donc des milliers par jour, a fait des études. Enfin, des gens ont fait des études sur cette plateforme, sur les métriques. Le nombre d'utilisateurs qui ont gagné de l'argent avec des investissements sur cette plateforme, heu, je crois qu'il représente quelque chose comme, 1 à 3. C'est-à-dire que 97 des gens qui ont investi sur cette plateforme ont perdu l'argent. Donc voilà, c'est un peu le problème, je pense, dans le marché. Donc voilà, il faut pas je pense, faut rester, assez pragmatique, rester sur des fondamentaux, sur des valeurs et plus donc, voilà, sur les grosses Bitcoin, Ethereum, on va dire et quelques grosses, hein, les Solana qui sont quand même des propositions en termes technologiques qui sont très intéressantes. On a XRP aussi parce que, bah, XRP a toujours mis en avant un petit peu, ses liens avec la finance et essaye de se connecter à la finance. Ils ont notamment fait un partenariat, je crois, à Abu Dhabi ou Dubaï, récemment, enfin, donc voilà, donc c'est des gros projets avec des fondamentaux qui sont là depuis longtemps. Heu
Donc, on va dire l'approche, premièrement, c'est si vous voulez acheter par un acteur, vaut mieux passer par un acteur régulé, notamment en France, parce qu'on connaît les dérives qu'il peut y avoir. Et nous, on le voit aujourd'hui sur le terrain, on a encore beaucoup trop de clients, enfin pas des clients à nous du coup, mais notamment des clients de nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine, des CGP, qui viennent et disent, bah voilà, j'ai 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros en soi-disant en valeur crypto bloqués sur telle ou telle plateforme. Des plateformes souvent dont vous avez jamais entendu parler et qui sont dans des pays où, voilà, qui sont très, très laxistes, j'ai envie de dire, en termes de régulation. Mais dans tous les cas, c'est des fraudes. C'est que leur argent a disparu. Ils ont été, on va dire, alpagués sur les réseaux sociaux avec des promesses de rendement à 3 chiffres. Ils ont envoyé l'argent, mais en fait, l'argent, dès qu'ils l'ont envoyé, il a disparu. Ils avaient juste un dashboard qui leur montrait, bah, voilà, vous avez mis 10 000, maintenant vous avez 100 000. Donc, voilà, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. En fait, voilà. Il faut être clair, ça n'existe pas. C'est que des arnaques, 100%. Donc voilà, c'est plutôt passé par un acteur régulé. Il ne faut pas penser qu'en investissant sur Bitcoin et Ethereum, on va être millionnaire en mettant 10 000 euros. Ça n'existe pas non plus. Euh, voilà, ça va être un des actifs les plus performants, je pense, dans les 5-10 prochaines années, en comparaison de tous les autres actifs financiers, actions, obligations, immobilier ou autres. Mais on ne devient pas millionnaire avec 10 000 euros. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Les seuls qui font ça, c'est des initiés qui ont des informations qu'on n'a pas, soit sur des annonces de Trump, soit sur ils émettent eux-mêmes leurs tokens et puis ils savent très bien qu'ils vont voler tout le monde. Enfin voilà, c'est eux qui deviennent millionnaires. Mais l'épargnant, l'investisseur lambda, ça n'existe pas. Et puis ensuite, donc voilà, le deuxième point, c'est quand même de se positionner en priorité sur les valeurs, enfin voilà, les actifs solides, hein, crypto, Bitcoin, Ethereum et quelques autres, voilà, solides, avec des horizons quand même moyen-long terme. Euh, Encore une fois, si on pense faire un coup sur 3 semaines, bah, on peut très bien aller au casino, c'est la même chose, hein, parce que voilà. Et puis potentiellement, bah, mettre en place une stratégie, c'est-à-dire de dire voilà, on va définir un montant qu'on souhaite investir, c'est-à-dire un montant dont on ne va pas avoir besoin dans les 6, 12, 18 prochains mois, qui fait partie de notre épargne, et de dire bah, voilà, aujourd'hui le marché est volatile, on n'a pas de boule de cristal, plutôt que de tout investir aujourd'hui dans le Bitcoin, bah, je vais programmer mes achats. Je vais faire un petit achat tous les jours, un petit achat toutes les semaines ou tous les mois, sur un horizon de 2, 3, 4 mois. Et donc, comme ça, on lisse ton point d'entrée. Et ça, ce sont des stratégies qui, qui ont toujours été payantes, hein, en observant par le passé. Mais voilà, mais il faut avoir cette discipline d'investissement. euh, et il faut, je pense, appréhender les cryptos comme n'importe quel investissement. On n'investit pas dans l'immobilier sur un coup de tête comme ça en disant bah, j'achète ça et puis, et puis je veux le revendre la semaine prochaine, la semaine d'après. Voilà, c'est exactement pareil. Et puis après ça, si on prend un peu plus de recul, la slide d'après, on parle beaucoup donc de réserve nationale, Bitcoin, tout ça, mais en fait, on peut faire le parallèle finalement avec les retraites. Les retraites aujourd'hui, c'est quand même pour beaucoup d'entre nous, en tout cas ceux qui sont actifs, hein, c'est lointain. Enfin voilà, c'est dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, surtout pour les jeunes, voilà, la retraite, c'est dans longtemps. Euh, et donc Bitcoin peut être vraiment dans ce cadre-là, dans ce plan d'investissement pour la retraite, peut être un actif extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que bah, si on lit ces points d'entrée, on va se dire, bah, voilà, on fait une stratégie, on met au début 5 000 euros, et puis après, je vais mettre 250 euros tous les mois pendant 10 ans, et qu'on estime à une performance annuelle de 20%, ce qui en fera un des actifs les plus performants sur la décennie. On arrive à 20% par an, en fait, autour de 550 000 $, 570 000 $, j'ai plus en tête exactement, mais le Bitcoin, ce qui sur 10 ans est pas du tout incohérent. Donc, il fasse un peu plus de x5, x6 par rapport à aujourd'hui. Du coup, ça en devient finalement une stratégie extrêmement rentable. Le résultat, c'est qu'au bout de 10 ans, bah, avec cette stratégie-là, on aurait un capital de 110 000 $, 110 000 euros, en ayant investi que 35 000 sur la période. Donc un gain significatif. Et donc ça, voilà, moi personnellement, bon, moi j'ai un enfant de 4 ans, bah, c'est ce que je fais pour lui. Alors je ne mets pas 250 euros, mais je mets 50 euros tous les mois en Bitcoin. Et il a un capital et je me dis, bah voilà, quand il sera majeur, ou voilà, bah, ça fera un pécule. Parce qu'aujourd'hui, Bitcoin, là je parle vraiment Bitcoin, a pris une dimension assez importante avec cette connotation de réserve de valeur. Donc voilà, donc ça, c'était une idée d'approche, hein, d'investissement. Et nous, en tout cas, chez JT, c'est plutôt ce qu'on conseille parce que la spéculation, l'ultra-spéculation,
Moi, je connais très bien aussi la finance traditionnelle, hein, parce que je viens à la base de la finance traditionnelle. 90 voire 95 des traders sur toutes les plateformes de trading, que ce soit Action, IG Market, Saxo Bank, que ce soit sur les plateformes crypto, les Binance, tout ça, 95 perdent de l'argent. C'est simple, c'est du casino, tout le monde perd de l'argent. Et c'est comme ça que ces plateformes gagnent, de l'argent parce que voilà, notamment les plateformes comme IG Market, il y a des frais, cachés, des spreads, très importants. Mais, mathématiquement, c'est quasiment impossible de gagner de l'argent sur le long terme. Voilà, donc nous, c'est pas l'approche qu'on a, mais c'est plutôt, voilà, construire une allocation d'actifs avec Bitcoin, pour justement faire croître son capital sur le long terme. Voilà, voilà un petit peu, je sais pas, j'ai pas mal parlé déjà, mais voilà, on arrive vers la fin bientôt, donc je sais pas s'il y a des questions? Je vois qu'il y a Bah, peu de voilà, ouais, c'était un questions, petit peu ouais, mais c'est une première, mais très technique, je pense que, où il y a quand même des points importants qui ont été abordés. On voit quand même que la crypto, c'est le premier usage de la technologie blockchain, et de voir que la crypto est en train, exactement. enfin, prend une place importante au niveau des acteurs institutionnels, des États. C'est aussi démontrer la qualité des technologies blockchain sur lesquelles elles reposent. Et puis, comme disait Pierre-Yves, rappeler des fondamentaux. Même si la crypto a beaucoup été utilisée ces dernières années comme dans un cadre spéculatif, Mmh. ça l'est parce que c'est un actif aujourd'hui qui est solide, et on le voit sur ces dernières années, mais qui n'est pas miraculeux non plus. Euh, donc c'est important de le rappeler pour ce premier webinaire. Voilà, exactement, c'est pour un point, bah, un peu marché parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis le début de l'année. Puis à pas avoir cette, un peu, voilà, un point sur l'approche d'investissement sur cette classe d'actifs. Mais après, le but de ce webinaire aussi, c'est n'hésitez pas à partager des sujets sur lesquels que vous voulez qu'on aborde, hein. C'est aussi le but, hein, soit interactif. C'est pas Julien et moi, entre guillemets, tout le temps qui allons, vouloir choisir les sujets ou point pas. En tout cas, on n'impose aucun sujet. Donc, le but de ça, c'est vraiment de rebondir sur l'actualité, d'échanger ensemble et de voir, voilà, d'aborder les sujets qui intéressent aujourd'hui, en tout cas sur lesquels on se pose des questions. Ouais, et on voit qu'on a une activité très riche, et on le voit sur nos crypto débriefs chaque mois. Là, bon, on a lancé ce webinaire presque à la fin du mois. Les prochains webinaires se tiendront les premiers mercredis de chaque mois. Et donc, suivront globalement les crypto débriefs avec les toutes dernières actualités chaudes, qui serviront aussi de fil conducteur à ces webinaires, mais aussi, effectivement, comme disait Pierre-Yves, important de mettre en avant, en visibilité des projets de la communauté, et d'aborder les thèmes qui intéressent la communauté, et nombreux sont les thèmes autour de la crypto, justement. Ouais, exactement. Voilà, voilà. Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on a fait, bah, pour ce premier webinaire, on a fait un peu le tour. Il n'y a pas trop de questions. Il y a peut-être, Nadia qui Nadia bonjour et Nadia d'ailleurs, qui écrit. qui écrit. Merci Nadia, et bravo aussi pour le travail que vous faites pour démocratiser le paiement en crypto. Et donc, s'il n'y a plus de questions, on va vous laisser, et on va vous souhaiter une excellente journée. Je vous invite à suivre les autres webinaires, puisqu'on a des webinaires qui vont être très variés. On va passer de la crypto, mais aussi à des sujets un peu plus larges avec le l'IA, Mmh. mais aussi avec des sujets à impact positif avec la ReFi, mais qui est très, très fortement lié à la crypto aussi. Et d'autres webinaires seront annoncés dans les prochains jours. Ouais. Bon, bah, merci à tous en tout cas et puis, bah, on se donne rendez-vous lors d'un prochain webinaire, Ouais, le 2 entre-temps, avril. bah, là, voilà alors le débrief crypto, ouais et je crois entre-temps, il y en a d'autres, non, aussi, Non, ou pas encore? il y aura le 1er avril sur l'IA. Ouais, voilà. Ouais, 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 c'est ça. Voilà. Et après Le 1er donc le avril sur prochain l'IA. débrief, c'est ça, hein? C'est le 2 avril, hein, c'est ça, Le hein, 2 le avril, c'est prochain le débrief crypto? prochain mercredi de la crypto. Allez, parfait. Et ben, merci en tout cas, d'avoir été là et puis au plaisir de se reparler, le 2 avril. Merci Julien aussi.
Merci Pierre-Yves. Bonne journée. Merci à Ciao, tous. Excellente ciao. journée.